Jean Leroyer, Éric Plat, Bruno Fermier, Yves-Martin Delahaye, Bernard Johannin et Jean-François Morino. Venez me rejoindre, passez par la gauche. Et Jean-Louis Bancel, venez vous mettre avec moi. Voilà. On a toujours besoin de se faire bien voir de son banquier. Donc moi, j'ai mon banquier année après année. Et donc, je le veux à côté de moi. Donc, je vous les présente. Jean-Louis Bancel, je pense que vous les connaissez, mais néanmoins, c'est le minimum. Jean-Louis Bancel, qui est président du groupe Crédit Coopératif. Bonjour. À sa droite, donc à sa gauche pour vous, pardon, vous avez Jean Leroyer, qui est associé Système U à Nantes. À sa gauche aussi pour vous, vous avez Yves-Martin Delahaye, qui est président du directoire de GEDEX. Vous avez ensuite Éric Plat, qui est PDG d'Atoll. Vous avez ensuite Jean-François Morino, qui est directeur général de Passion Beauté. Vous avez Bernard Johannin, qui est adhérent Intersport, le dernier Intersport ouvert, ou en tous les cas, l'un des tout derniers qui a beaucoup fait parler de lui, c'était à Paris. Et vous avez enfin, à l'extrême gauche pour vous, vous avez donc Bruno Fermier, qui est délégué général de Canal BD. Alors avec vous, l'idée, c'est d'évoquer la prise de risque, le principe même de la prise de risque, la manière dont vous le faites vivre dans vos coopératives. Commençons déjà par être relativement général. Éric, tiens, au centre, du coup, on va commencer avec toi. Le risque chez les indépendants, c'est quelque chose qui se marie bien, qui se conjugue bien, risque et indépendant, ou ça se mélange difficilement comme de l'huile et de l'eau? Alors, ça dépend ce qu'on entend par indépendant. Indépendant au sein d'une réseau, coopérative, dans un réseau, en effet, et indépendants qui ne sont pas dans des réseaux. Pour moi, le principal risque que peuvent courir des indépendants qui ne sont pas dans un réseau, parce que c'est bien de commencer de définir quelque chose par son aspect négatif. Pour moi, le principal risque dans notre société actuelle, qui a été évoqué tout à l'heure par Raphaël Enthoven, c'est, pour ceux qui ne sont pas dans des réseaux comme les nôtres, c'est le non-accès à l'innovation. Pour moi, l'innovation est moteur de création, est moteur de croissance. Et donc, s'il n'y a pas cette innovation, il n'y a pas croissance. Ensuite, si on regarde les risques qui pèsent effectivement sur les indépendants au sein des réseaux, ils sont de deux natures. Il y a au niveau de la tête de réseau, il y a un vrai risque au niveau des têtes de réseau qu'elles ne deviennent obèses. Et je pense qu'il faut que les associés de ces réseaux soient extrêmement vigilants pour que effectivement ces hyperstructures ne prennent pas le pas sur je dirais les associés. Ça, c'est un premier risque qui me paraît important à noter. Le deuxième risque, effectivement, c'est le fait que dans un réseau puisse naître, justement, si cette hyperstructure prend un rôle trop important, qu'il n'y ait de la contestation de la part des associés. Donc ça, c'est un autre risque qui peut mettre à mal le fonctionnement de la structure. On a vu des structures carrément explosées en vol. On en a au moins 2 exemples en tête. Donc ça, ce sont des risques avérés qui ont été testés. Mais si on rapproche le mot risque, prise de risque, du coopérateur, du commerçant associé, est-ce que dans votre univers, on prend plus facilement des risques? À l'inverse, on les mesure davantage parce que c'est finalement son propre capital qu'on met en jeu et non pas le capital d'actionnaires qui vous l'ont confié. Est-ce qu'on est plus enclin à prendre des risques ou non? Je crois que c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire que dès lors qu'on joue avec son capital, évidemment qu'on est plus mesuré, on est plus réfléchi. Et donc, on prend certainement un petit peu moins de risques inconsidérés. Mais en même temps, on sait que c'est aussi la faiblesse de nos coopératives, notamment pour aller conquérir des marchés internationaux. Par exemple, moi, au niveau de la coopérative Atoll, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à appréhender l'international. Parce que nos opticiens ont des structures capitalistiques très faibles. Et pour aller investir à l'étranger, c'est quelque part, entre guillemets, prendre leur capital pour aller investir dans des lieux où ils n'en retireront pas de bénéfices. Donc ça, c'est un vrai problème des coopératives. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des coopératives de la FCA, l'internationalisation est quand même difficile. Ce n'est pas uniquement un constat que l'on fait chez Atoll. Sur la prise de risque, ça veut dire en gros que ce n'est pas pareil de gérer un budget que de gérer un patrimoine. En effet, les deux sont très proches en définitive. C'est-à-dire que finalement, l'associé d'une coopérative gère son entreprise en pensant à son capital personnel, en fait. Et donc,
c'est certainement assez différent de certaines entreprises intégrées dont les actionnaires sont parfois en bourse, sont parfois des capital risqueurs, et donc les investissements, la nature des investissements ne sont pas faits dans le même but. Donc ça, c'est un point très important. Est-ce qu'il y a des différences suivant les cycles économiques? Est-ce que évidemment l'entrepreneur, dès lors que le vent oui. lui souffle dans les voiles, a peut-être tendance à relâcher la bride plus facilement, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un signe de bonne gestion? C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Alexandra. Je dirais qu'en cette période de crise, les structures coopératives sont là justement pour pousser les associés qui peuvent être effectivement un petit peu frileux. Hein, et donc on met en place, on va en parler dans quelques instants, on met en place un certain nombre d'outils qui poussent nos associés précisément en période de crise à continuer d'investir. Ça peut être quoi précisément ces outils pour les titiller en fait, pour les inciter? Alors bon, il y en a une multitude. Bon, sur le plan commercial, si je prends notre exemple, qui a été, je dirais, fondamental il y a quelques années, il y a 20 ans, mon prédécesseur a décidé que tout le monde passerait à l'enseigne. Nous étions 600 opticiens, nous sommes passés à 150. Mais aujourd'hui, nous sommes 800. Donc j'estime que la prise de risque a été payante de ce point de vue-là, même s'il y a eu quelques moments assez difficiles pour mon prédécesseur. Mais je lui rends hommage parce qu'il a su faire ce choix extrêmement risqué. Ensuite, il y a des risques un petit peu moins grands, mais par exemple au niveau des systèmes d'information qui sont importants à prendre, parce qu'effectivement, la maîtrise de cette information, de ces fameuses bases de données, sont capitales pour notre avenir. On voit bien que c'est un enjeu maître. Ensuite, il y a des risques que nous avons pris. Par exemple, c'est le passage d'une centrale de référencement à une centrale d'achat. On en parlera tout à l'heure, mais ça a été un risque relativement nouveau finalement pour nous en particulier, puisque aller demander à des partenaires fournisseurs de nous faire des conditions pour permettre à la coopérative de vivre, c'est une chose, mais ensuite acheter, nourrir nos stocks, là, effectivement, ça peut entraîner... s'engager. C'est s'engager. Hein. Il y a des risques financiers également. Nous avons, et ça c'est lorsque je suis arrivé président d'Atoll il y a 4 ans, c'est ce que j'ai lancé, c'est Archipel. Archipel nous a permis, la coopérative financière. Voilà, la coopérative financière nous a permis en effet de dire oui quand c'était difficile de le faire, notamment face à des bailleurs qui nous proposaient des emplacements intéressants, mais nous n'avions pas la possibilité de les prendre parce que nos associés n'étaient pas habitués à investir 800 000, 1 million ou 1 500 000 euros. Cette coopérative financière nous a permis à la fois de mettre le pied à l'étrier à des jeunes opticiens et en même temps de dire oui extrêmement rapidement à des bailleurs pour avoir des emplacements clés. Donc ça, c'est une forme d'accompagnement du risque et de limitation du risque au stade du coopérateur. En tous les cas, le rôle de la coopérative. Oui, tout à fait. Un mot avec Jean. Tiens, Jean, prends le micro parce que sur cette table, visiblement, il n'y en a qu'un. Donc, Système U, une coopérative importante, évidemment. Combien d'associés, d'ailleurs, en tout dans la coopérative U aujourd'hui? À 1500 magasins maintenant. Alors, 1500 magasins et à peu près autant d'associés, enfin un tout petit peu moins. Oui. Un tout petit peu moins. Mais comment se gère le risque chez vous? Moi, le risque, si on voulait faire court, je dirais que le risque, il est essentiellement du ressort de l'associé et la mesure du risque du ressort de la coopérative. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier qu'une coopérative, c'est d'abord constitué d'associés. Et donc, il est inhérent à notre nature de vouloir prendre des risques. Pourquoi ? Parce que pour prendre des initiatives, découvrir des nouveaux territoires inconnus, c'est vraiment, ça prend au tripes. Et je crois que toute notre histoire, elle était de toujours vouloir aller de l'avant pour découvrir de nouveaux territoires. Alors, les initiatives peuvent être de toutes sortes. Simplement, il arrive un moment où il faut quand même mesurer ça. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même voir si cette idée peut se gérer et être dans le domaine du probable, voir si ça va tenir la route. Et ça, c'est le rôle de la coopérative. Alors ça, c'est le rôle de la coopérative. C'est-à-dire, alors pourquoi ça se fait ? Alors en fait, ça se fait très naturellement. Ça se fait simplement parce que ça se fait notamment au travers de l'implication des associés dans tous les rouages de la coopérative, où fatalement, à partir du moment où on va vouloir creuser une idée,
il va se constituer un noyau dur au niveau des hommes. Et puis derrière ça, il va falloir mesurer, mettre en place une méthode, il va falloir tester, et donc il va y avoir des moyens à mettre en commun après pour pouvoir aller plus avant. Et puis après, une fois que tout aura été validé par les différentes instances, pouvoir le déployer sur l'ensemble du réseau. Mais si au départ, il n'y a pas une volonté forte d'un groupe d'hommes pour mener à bien les projets, ça ne marchera pas. Je dirais que la coopérative, elle vient pour, après ça, accompagner, rassurer, mesurer, faire en sorte qu'on s'assure quand même qu'on n'aille pas dans le mur. Si on reste sur la relation au risque des commerçants indépendants en réseau, donc des commerçants associés, et si on prend l'exemple du marché que tu connais bien, qui est l'alimentaire, est-ce que d'après toi, les commerçants associés sont plus enclins à prendre des risques que ceux qui sont dans des organisations de type intégré? Quelle est votre relation au risque? Oui, moi, alors, je crois qu'une de nos spécificités, mais c'est aussi une de nos réussites, c'est qu'on va vraiment en permanence au maximum de ce qu'on peut investir. Au maximum, parce que je veux dire, alors Raphaël Enthoven l'a dit tout à l'heure, il a dit l'activité d'entreprendre l'emporte sur les dividendes. À un moment donné. Mais je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit bien quand il s'agit soit d'investir sur des services nouveaux ou de refaire, quand on refait les magasins ou autre, je veux dire. On va en parler d'ailleurs. On peut essayer d'aller au maximum de ce qu'on veut faire. Et on a une supériorité là-dessus, me semble-t-il, par rapport au groupe intégré, parce que tu vois, Eric, tu évoquais l'international, mais quelquefois au niveau des groupes intégrés, une des raisons pour lesquelles ils vont peut-être moins investir, moins aller jusqu'au bout au niveau des investissements qu'ils font chez nous, c'est aussi parce qu'ils se disent que peut-être à l'étranger, ils vont pouvoir avoir un retour sur investissement meilleur qu'ici. Donc ils vont avoir d'autres priorités qui vont être qui va être le capital impatient, pas patient, mais pour essayer au niveau de dividendes, enfin au niveau du cours de bourse ou des dividendes, de pouvoir en avoir plus rapidement et plus vite. Alors on va prendre l'exemple du magasin à Nantes que tu exploites, que tu as refait il y a combien d'années? Alors j'ai refait le magasin donc il y a 4 ans maintenant. Voilà, 4 ans. Alors à ce moment-là, il y avait deux options visiblement. Soit tu agrandissais le précédent, soit tu le rasais complètement et tu le reconstruisais. L'option numéro 1 était la moins coûteuse, la moins risquée. L'option numéro 2 était beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus risquée. Et pourtant, tu as pris la numéro 2. Alors c'est de l'inconscience, c'est du pari, c'est de la confiance. Confère ce que disait Raphaël tout à l'heure. Comment, au moment où il faut décider, comment on dit je fais ça ou je fais ça? C'est vraiment la volonté de donner le maximum de chance pour la pérennité et le long terme. Donc c'est vrai que de faire ce choix en 30 secondes, je peux te dire, j'avais un choix où j'avais un magasin qui faisait une trentaine de millions d'euros. J'avais un choix où je pouvais l'agrandir sur place et ça me coûtait 7 millions et demi pour visualiser un peu les choses. Et j'avais un autre choix qui était de supprimer, de transférer sur site. Donc c'était compliqué, c'était long à faire, mais transférer sur site. Et au lieu de 7,5, ça coûtait 15. Donc évidemment, on fait 2 fois plus. Il y a quand même un garde-fou qui est que ça passe au conseil d'administration de la coopérative, quand même, tous les dossiers comme ça. Et donc, si c'était vraiment complètement suicidaire, ça se verrait. Sauf que c'était quand même un pari risqué, puisque dans le prévisionnel, je me retrouvais avec 2 années prévues en déficit. Bon, simplement, ce qui se passe derrière, c'est que dans la solution numéro 1, qui tenait parfaitement la route, il y avait une prévision d'augmentation de chiffre d'affaires qui était de 15%. Et en faisant la deuxième option, aujourd'hui, ça a augmenté de 30%, même un peu plus de 30%, c'est-à-dire que de passer de 30 à 40. Donc je veux dire, le fait d'avoir fait le maximum a permis derrière d'avoir un développement plus important, plus conséquent. Et je crois qu'un groupe intégré, il aurait fatalement pris la première solution, parce qu'il aurait dit ça suffit, c'est bien, et tout, donc on assure le coût, on va avoir notre rentabilité qui va se maintenir, etc. Et au niveau du résultat, c'est vrai que j'ai eu 2 années qui étaient légèrement un peu plus difficile, mais après ça, le chiffre d'affaires, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et après, une fois que c'est parti, après, évidemment. Alors, commentaire du banquier, justement, sur cette prise de risque. Est-ce que le banquier, il encourage l'option numéro 1 ou l'option numéro 2, là, sachant que l'option numéro 2, je rappelle, elle coûte beaucoup plus et elle produit 2 années de déficit pour démarrer? Moi, je réponds, c'est d'abord le client qui décide. Enfin, le banquier, en général, il donne son avis, non? Oui, mais justement, c'est quoi notre job par rapport au risque? Et on va conforter sur ce qui a été dit par rapport à la place et au rôle de la coopérative. C'est aussi d'assurer, comme dans la cordée. Moi, j'insiste beaucoup sur ce point-là, parce que ce qui a été dit tout à l'heure par notre philosophe là était en partie coupé des réalités. Parce que, il l'a reconnu. Non, mais
on n'est pas tout seul sur cette terre. Certes, c'est bien beau de se regarder tout seul face à sa feuille de papier, etc. Mais quand on est dans l'action, comme le sont tous les gens qui sont autour de cette table ou ici dans la salle, on n'est pas seul dans l'aventure. Et donc, ce qui me paraît un point important, j'aime beaucoup toujours cette image de la cordée. C'est de dire ça dépend des moments, du terrain, comment est, quand on est en montagne, comment est la neige, etc. C'est pas toujours le même qui est devant, c'est pas toujours le même qui est derrière. Et contrairement à ce que les gens pensent, celui qui est derrière, c'est pas celui qui fout rien, et celui qui est devant, c'est pas celui qui tire tout seul. Et donc c'est important d'avoir des niveaux de solidarité, des niveaux de rassurance ou de sécurité. Et le boulot du banquier, enfin, en tout cas nous c'est comme ça qu'on a toujours défini le crédit coopératif, c'est être la banque utile à ceux qui vont bouger leur monde. Alors c'est vrai que c'est aussi parfois notre job, non pas de dire brutalement non pour des non, c'est de dire attention, attention. Est-ce que là, on n'est pas à un moment de la rupture? Ce qui se passe dans nos secteurs, et Guy l'a parlé, avec nos mécanismes de solidarité interne au groupe pour ceux qui en ont, etc., c'est qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, nous banquiers. Bon, après, de toute façon, généralement, si ça devait mal se terminer, ça se terminerait mal pour tous. Donc c'est aussi ça qui est un point toujours clé, c'est la convergence des intérêts. Je pense que voilà, chacun ne roule pas que pour soi dans son histoire. Est-ce que le fait que dans les coopératives, et Jean l'a rappelé, la tête de réseau va valider la prise de risque en fait. L'indépendant va prendre le risque, la tête de réseau va le valider. Est-ce que c'est quasiment suffisant pour le banquier de voir la tête de réseau qui a validé la prise de risque en fait, pour vous rassurer? Nous, oui, évidemment, c'est une construction. Qu'est-ce qui a été dit tout à l'heure? Consubstantielle, il paraît que ça fait très chic. Ouais, c'est moi qui ai tenté de mettre un mot savant parce que je me doutais bien que ça irait très haut après. Alors, Non, pour nous, Crédit Coopératif, c'est un point clé. C'est-à-dire que nous, on pense avoir une certaine expertise dans la lecture des comptes de résultats, dans la lecture des bilans, mais tout ce que l'on veut, c'est être nous-mêmes partagés en analyse avec des professionnels. Moi, je veux bien, j'essaie de comprendre la diversité des secteurs d'activité dans lesquels nous travaillons, mais je ne suis pas au cœur de l'action de chacun. Et ça me rassure, voilà, et ça nous permet d'aller plus loin, que les pairs disent, écoute, bon, c'est péchu cette histoire, mais on y va avec lui. Eh bien, donc, on y va à plusieurs. Et la fin de l'histoire, c'est que un catamaran, hein, vous savez, quand la mer elle est agitée, même, ça secoue moins qu'un bateau monocoque. Et donc c'est ça notre système. Il y a des balanciers, au milieu il y a le navigateur, et il y a la coopérative et le banquier qui font les deux balanciers. Ça nous permet d'être un peu plus stable dans les mers déchaînées. C'est quand même pas mal. Voilà. Hein. Ça, c'est de l'ambition. Fluktat nec mergitur. On va prendre quelques exemples précis de prise de risque. On va démarrer avec vous, Bruno, donc à l'extrême gauche pour vous, Canal BD. Alors, vous avez pris comme risque de devenir une coopérative et vous le présentez comme tel. C'était un risque pour nous puisque, alors je vais vous laisser refaire l'histoire, mais ce monde-là de la librairie, et notamment BD, était organisé plutôt en association et votre prise de risque, c'est de devenir coopérative. Refaites-nous le point de départ et où a été le risque? Oui, c'est exactement cela. Déjà, je voudrais revenir sur un point qu'a soulevé le président Guy Leclerc tout à l'heure. La culture du risque, c'est évident qu'elle est inhérente à notre métier. Le premier risque que nous prenons tous, tous, c'est quand nous créons notre entreprise. Il faut déjà avoir une certaine dose de courage, voire d'inconscience parfois aujourd'hui, de créer une entreprise. On été cités tout à l'heure Montaigne, Spinoza, Proust, Descartes, c'était formidable. Guy Leclerc, par vous. Moi, j'utiliserai qu'une simple phrase qui a été dite historiquement par un monsieur qui a mal fini, malheureusement, qui s'appelait Danton, et qui a dit « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». Et c'est exactement ce qui porte chacun des chefs d'entreprise indépendants qui forment aujourd'hui le monde du commerce associé. Nous devons avoir de l'audace. Et dans le monde du livre, effectivement, ça a été un peu la question que se sont posées un certain nombre de libraires il y a quelques années de cela. Il faut savoir que le monde de l'univers du livre, des librairies aujourd'hui, est organisé de façon classique. Il y a d'un côté des enseignes intégrées, généralement des GSS ou des GSA, et de l'autre, toute une kyrielle de libraires indépendants. Et là, c'est la spécificité de cet univers, c'est que beaucoup de ces libraires sont organisés effectivement sous forme d'associations. Alors pour faire simple, ces associations ont été créées
à la louche il y a une trentaine d'années de cela, quand la fameuse loi sur le prix unique du livre était lancée et défendue, et ces associations ont fait du lobbying pour défendre cette loi contre certaines enseignes qui étaient un peu contre, certaines enseignes d'ailleurs du commerce associé à l'époque, qui n'étaient pas toujours pour cette idée d'avoir le même prix du livre. Il n'est pas arrivé, profites-en. Et cette loi, effectivement, aujourd'hui, a quand même bien défendu le tissu économique des librairies, parce que vous en avez partout aujourd'hui des librairies, c'est quand même assez important, quand bien même le marché est complexe. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que ces librairies, ces associations n'ont pas évolué. Et elles ne se sont pas dotées d'une ambition, d'un modèle économique plus efficace. Et donc, elles sont restées, pour beaucoup d'entre elles, alors je vais être très méchant, et je sais qu'il y a un libraire dans la salle, des clubs de copains qui se retrouvaient, qui essayaient de temps en temps de mener des actions, mais limitées par le fait même que c'était une association, et par un manque d'ambition, effectivement, d'aller plus loin. Or, ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire voilà, qu'on vient d'un monde qui n'était pas vraiment structuré au sens économique et commercial. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait basculer ? En 2007, pour tout dire, le modèle même du commerce associé n'était inexistant dans le monde du livre, même inconnu. Et heureusement, tout à l'heure, ça a été cité, il y a toujours une poignée d'hommes et de femmes qui ont une vision différente et qui ont su qu'à un moment donné, leur association, à l'époque, il y avait une association qui s'appelait la LBD, l'Association des libraires de bande dessinée, ils ont su que cette association arrivait à un tournant. Soit ils restaient en l'état, et l'état d'une association, c'est confortable, c'est pas trop risqué, mais par contre, c'est la culture de l'individualisme, et donc, malheureusement, ça pouvait péricliter avec le temps. Et cette poignée de femmes et d'hommes se sont dit, mais à la limite, on a intérêt à trouver un autre modèle. Et le modèle, évidemment, c'était celui du commerce associé, donc de l'interdépendance, donc de se mettre tous en travaux, travailler pour tous, pour le bien-être de tous et son propre bien-être, investir et donc réussir. Et cette poignée ont réussi à prendre le risque de convaincre leurs collègues d'aller dans cette voie alors qu'il n'y avait aucun modèle existant. On ne savait pas où on allait. Et effectivement, le modèle a été créé, ce groupement, le GLBD, le groupement des libraires de bande dessinée, a été créé en septembre 2007, sous le regard interrogateur des éditeurs, de nos fournisseurs, sous le regard dubitatif de notre fédération, le syndicat des librairies françaises, qui se demandait bien ce que nous allions faire. Mais ces libraires ont pris le risque de créer ce groupement. Et le risque était où précisément ? Qu'une partie de ceux qui étaient dans l'association ne vous suivent pas et c'est exactement ce qui s'est passé. Et que vous vous retrouviez à un petit nombre. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, combien vous étiez ? Nous étions à peu près une centaine de libraires de l'association et une soixantaine ont décidé de participer à cette aventure du groupement avec beaucoup de questions, avec beaucoup de doutes. Il a fallu, pendant les premières années, continuer à les convaincre, à leur montrer l'intérêt du groupement. Parce que vous le savez, dans tous les groupements, vous avez un tiers d'adhérents qui avancent, un tiers qui regarde et un tiers qui recule. Ça, c'est classique. Les bons, les moutons et les cons, en langage Intermarché, je le dis toujours, parce que ça résume tellement bien la situation. Et donc, on a avancé, on ne s'est pas posé de questions, on a créé ce groupement avec ces 60 libraires. On a développé des outils que l'on retrouve dans tous les groupements, des outils de mieux acheter, de mieux vendre, de mieux gérer, de marketing, de communication, des négociations avec nos éditeurs. On a montré de quoi nous étions capables. On a montré que les actions que nous menions étaient du gagnant-gagnant avec nos fournisseurs. Et quand bien même nous n'étions pas nombreux, parce que 60, ce n'est pas énorme au départ, nous étions capables également de progresser. Aujourd'hui, le résultat a montré que le risque valait le coup. Nous sommes une petite centaine de libraires, donc on a progressé. On a à peu près 4-5 libraires qui nous rejoignent chaque année, des libraires existants, mais aussi beaucoup de créations. Nous représentons à peu près 12% de part de marché sur le marché français. Ce qui est plus intéressant, c'est que nos progressions, un peu comme celles du commerce associé, sont largement supérieures à celles du marché. Le marché en 2013, le marché de la bande dessinée a terminé à un petit plus 1,4, quelque chose comme cela, alors que le groupement en constant a terminé à plus 7. Et en 2014, on réitère l'opération. Le premier
trimestre termine à -3 pour le marché du livre, et nous sommes à +10. Donc, les résultats montrent que nous avons eu raison, effectivement, de prendre le risque. Nous avons eu raison d'investir, de nous mettre en travaux. Le groupement, le GLBD, c'est une structure très petite. J'entends des groupements avec 800, 1000 adhérents, c'est formidable, avec des structures amont très fortes. Aujourd'hui, nous sommes donc une petite centaine. La structure amont est limitée à 2 personnes, donc c'est très court. Mais avec nos moyens, on arrive à progresser et on va continuer, on va se doter de moyens. Aujourd'hui, notre travail, ce n'est pas tant de recruter, entre guillemets, de nouveaux adhérents, parce que de toute façon, nous serons limités. Il y a actuellement à peu près 150 libraires spécialisés BD en France. Il y en a à peu près 80 chez nous, donc plus de 50% sont membres de notre groupement. On pourrait tous les recruter, ce n'est pas le problème, on pourrait réussir à les convaincre, bien que certains d'entre eux étaient dans l'association, n'ont pas souhaité nous rejoindre parce qu'ils restent très individualistes. Juste un dernier mot, Bruno, parce que je voudrais que malgré tout qu'on ait le temps pour écouter tous les cas de figure. Sur ceux qui ne vous ont pas suivis à l'origine, il y en avait à peu près 40, c'est ça, en 2007, qui n'ont pas accepté cette prise de risque que représentait une nouvelle forme d'organisation. Ils sont devenus quoi? Ils sont toujours là ou ils ont disparu? Pour l'anecdote. Eh bien, certains ont disparu, effectivement. Certains se portent mal. Certains, aujourd'hui, retapent à la porte, ayant mis leur fierté dans la poche et le mouchoir par-dessus. Et c'est aussi un risque, là également, de revenir. Donc, on a bon espoir demain de regrouper de nouveaux membres au sein de l'association, au sein du groupement. Mais on a aussi beaucoup d'espoir de convaincre d'autres libraires également de se mettre en marche et créer leur propre groupement de libraires généralistes, groupement de libraires jeunesse, et ainsi de suite. Car nous sommes convaincus que ce modèle qu'on a montré aujourd'hui est un modèle qui fonctionne. Alors, question à tous les autres intervenants, et je faisais exprès de démarrer par cette situation-là. Est-ce que vous comprenez qu'on ait pu vivre comme un risque, comme une prise de risque, le fait de devenir une coopérative? Parce qu'en tous les cas, Bruno l'a présenté comme tel, ils l'ont vécu comme un risque. Je ne sais pas, Yves par exemple, ou... je peux comprendre. Diriger des réseaux pour certains d'entre vous. Vous voyez, lui, il dit nous, on a pris un risque de devenir coopérative. C'est fort, non? Je peux comprendre qu'ils aient imaginé que ça pouvait devenir un risque dans la mesure où ils étaient sous une forme associative, donc avec moins d'engagement réciproque, moins d'implication des adhérents, moins d'implication de la tête de réseau. Et à partir du moment où ils s'engagent, je dirais, dans un mouvement, je dirais, tous ensemble, au sein d'une coopérative, je dirais, tous travaillent ensemble, il y a un échange, et c'est vrai que ça peut, l'exemple, je dirais, un peu comme Eric le disait, la prise de risque de prendre une décision importante, de mettre l'enseigne, le risque, c'était de voir perdre aussi la plupart de leurs associés. La tranquillité aurait pu conduire à ne pas prendre de risque. Jean-Louis, c'est risqué de devenir coopérative aujourd'hui? Moi, je trouve... Encore une fois, c'est présenté et vécu comme tel. Je trouve que c'est la parfaite illustration d'un terme que j'avais utilisé l'année dernière, qui était l'altruisme intéressé. Je pense que c'est ça qui est le moteur du dispositif, qui est une autre manière de traduire cette dimension de la solidarité, parce que trop souvent, on a tendance à croire que le mot solidarité est dans des logiques de redistribution, pour parler un terme simple, parce que c'est renvoyé à des secteurs comme la sécurité sociale, etc. Mais ce n'est pas du tout cette solidarité-là dont on parle dans le monde coopératif. On est bien dans cette logique de se renvoyer les efforts, et je reprends m'accorder. Juste pour vous illustrer ce point-là, hier, j'étais en Assemblée générale régionale du Crédit coopératif en Limousin, et nous étions dans un cadre de coopération plutôt agricole, même si à l'Assemblée générale du Crédit coopératif, il n'y avait pas que ce secteur-là. Et c'était fantastique parce qu'il y avait la présentation d'un bouquin et avec des acteurs de terrain sur cette économie qu'on aime. Et qu'est-ce qu'on met en avant essentiellement dans cette économie qu'on aime? C'est des jeunes ESSEC qui ont écrit ce petit bouquin. C'est qu'on retrouve... Alors aujourd'hui, on n'utilise plus forcément le mot coopératif chez les jeunes. On préfère dire collaboratif. Bon, mais peu importe, on retrouve cet état d'esprit que j'avais qualifié d'altruisme intéressé. Le sort du voisin, je ne suis jamais indifférent au sort du voisin. Je pense que de plus en plus, on veut faire converger nos intérêts. Ça ne veut pas dire qu'on collectivise. Voilà, pour moi, c'est ce que je retrouve de très très fort.
d'une certaine façon, certains d'entre vous savent que Charles Gide, qui a été un grand chantre de la coopération au siècle dernier, au début du siècle dernier, avait intitulé son premier article de sa revue L'Émancipation. Il était dans le secteur des coopératives de consommateurs. Il disait « ni révolté, ni satisfait ». Je pense que c'est ça qui est le moteur de ce que j'entends. C'est ni révolté, parce que descendre dans la rue pour dire on ne veut pas, etc., ni satisfait, c'est on agit par soi-même. Et donc je ne suis pas surpris de voir aujourd'hui, et je le dis devant le président de COPFR, qu'il y a un dynamisme coopératif assez réconfortant. Et voilà une illustration. Alors, deuxième exemple de prise de risque, autre prise de risque. Juste une petite chose. Eric. Je voulais rajouter un petit point là-dessus qui est très important à mon sens. C'est que le risque que prennent finalement des associés en rentrant dans une coopérative, c'est d'abandonner une partie de leur liberté, une partie de leur indépendance pour en sauvegarder une autre. Et le problème, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que c'est souvent ça le risque. C'est-à-dire que ce qu'on note chez nos associés, enfin les nouveaux en tous les cas, c'est la peur de perdre une part. Je ne sais pas ce voilà, que je gagne. Exactement. Donc ça, c'est un point essentiel. Autre exemple, donc sur un autre marché avec Jean-François Morino, le directeur général de Passion Beauté. Passion Beauté, c'est de la parfumerie, c'est une petite centaine d'adhérents, 150 points de vente et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous, le risque que vous avez pris, c'était il y a 5 ans, 4 ans, c'était de vous allier avec un groupe intégré. Alors, racontez-nous le point de départ, parce que pour comprendre ce que vous avez fait, il faut évidemment comprendre les attendus. Alors déjà, je pense qu'en préalable, il est important de repréciser comment est positionné le marché. On est déjà sur un marché qui est très concentré, puisque à l'amont, on a des fournisseurs, on a 4 fournisseurs qui possèdent 60% du marché. LVMH d'un côté avec plus de 20%, L'Oréal plus de 20%, Chanel et Clarins plus de 10%. Donc on a déjà 60% détenus par 4 fournisseurs. Et sur la partie aval, donc la partie chaîne, c'est la même chose puisqu'on a 3 opérateurs qui détiennent les 2 tiers du marché, que sont Sephora, Marionneau et Nocibé. Donc en 2008, on sortait d'une crise assez lourde qui nous avait fait perdre une 60aine d'adhérents et de magasins. Et le conseil d'administration, devant cet état de fait, s'est dit il faut reconstruire, et il faut bâtir une nouvelle stratégie et grossir à nouveau. Alors il faut savoir que nous, sur le marché, on pèse 3,5% de part de marché, donc par rapport aux autres, évidemment, ça s'imposait évidemment comme une évidence. Alors pour grossir, il y a plusieurs possibilités. Soit se faire absorber ou s'affilier à une autre enseigne. Soit imaginer le développement d'un réseau en propre, ce que nous avons rapidement décidé d'abandonner, puisque d'abord c'était pas dans nos gènes, et puis on a quand même beaucoup consulté Guy, et ça nous a bien aidé dans cette stratégie, sur l'arrêt de cette stratégie. Et puis la dernière hypothèse de travail, c'était de s'associer sur la partie centrale d'achat avec un de nos concurrents. Alors, le conseil d'administration, dans le cadre de la réflexion sur le plan stratégique, nous a demandé de travailler, un groupe de travail, sur cette hypothèse. Donc on est allé voir, on a pris notre petit bâton de pèlerin, puis on est allé toquer à toutes les portes, ou une grande partie des portes. Alors quand on est allé voir au départ les plus petits, ils avaient peur que d'une chose, c'est de se faire absorber, et les plus gros, ils avaient qu'une envie, c'était qu'on passe sur leur enseigne. Donc comme c'était pas du tout dans l'esprit de notre projet, ça a pris un peu de temps. Et ça a fini par se concrétiser avec une négociation exclusive qui a commencé fin 2010 avec le groupe Douglas. Donc le groupe Douglas, c'est le leader européen de la parfumerie avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 points de vente en Europe. Mais en France, ça restait un petit opérateur puisqu'il est entre 7,5 et 8% de part de marché. Il avait presque la même problématique que vous, en fait. Il avait tout à fait la même problématique. Notre problématique était de dépasser les 10% de part de marché sur ce marché. Et à nous deux, on approchait les 11,5, 12% de part de marché. Et il souhaitait également offrir un service logistique à une partie de ses franchisés. Donc, il est évident qu'en s'associant avec une enseigne qui est en réalité succursaliste sur tous les pays, sauf en France, où ils ont une partie de franchise, mais un réseau franchisé qu'ils ont subi lors d'opérations de croissance chez eux, on avait en face de nous également un opérateur qui était pour partie actionnariat familial et pour partie en bourse. Il y avait forcément quelques risques sur l'évolution de la stratégie de notre partenaire et puis sur le fait que nos ADN pouvaient être relativement différents. Et c'est un risque que vous avez pris? C'est un risque qu'on a pris parce que ça nous paraissait la meilleure des solutions. Finalement, on n'avait pas de passif non plus, ni de passé avec ce partenaire potentiel, alors qu'avec d'autres concurrents, on avait des histoires un petit peu difficiles.
Donc on a démarré en 2011, donc on a présenté le projet en 2011, on l'a validé en 2011. Et dès 2012, donc centrale d'achat, centrale de référencement, plateforme logistique que nous avons mis au service d'une quarantaine de points de vente de chez Douglas. On a partagé d'autres projets tels que des marques exclusives, des marques propres, etc. Et puis 2012, changement d'actionnariat au niveau du groupe Douglas. Le fonds d'investissement américain Advent rentre chez eux. Bon, première étape qui nous a un petit peu inquiétés, sans plus au départ quand même. Et puis 2013, nouvelle étape où le fonds Advent annonce sa volonté de racheter Nocibé. Donc enseigne à 80% succursaliste et 20% franchisé. Et donc on est aujourd'hui dans une nouvelle étape de notre coopération puisque l'autorité de la concurrence est en train d'étudier le dossier, est à la fin d'étude. Et il est naturel pour nous de se demander comment nous allons fonctionner en 2015 et quelle logique nous allons avoir, quel partenariat nous allons avoir ou ne pas avoir avec notre partenaire d'aujourd'hui. Est-ce que ne rien faire aurait été un plus grand risque que d'aller se mélanger avec une organisation qui ne vous ressemblait pas et qui en plus a exacerbé ce qui faisait votre différence, c'est-à-dire la logique financière? Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement, et si c'était à refaire, on le referait sans aucun problème. Et de toute façon, si demain on devait casser cette alliance, c'est un risque, c'est un nouveau risque. Je dirais qu'il faudra qu'on reconstruise autre chose ailleurs, parce que l'indépendance dans ce métier, c'est quasiment impossible. Quel bilan vous faites malgré tout de ces 2-3 ans de fiançailles, mariage, rapprochement, synergie, je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs. On parle d'alliance, pas de mariage. Le résultat est excellent parce qu'on a gagné beaucoup en conditions commerciales, on a gagné beaucoup en professionnalisme. Donc c'est gagnant à tous les étages. Quel regard vous portez l'un ou l'autre, Jean-Louis, voilà, sur cette alliance entre groupe associé et groupe intégré, sur le fait que les chemins qui ont été pris se sont écartés, parce que le groupe intégré est encore devenu plus intégré, mais néanmoins, le patron du réseau associé qui dit non, mais le bilan est bon. Moi, là-dessus, ça me permet de faire ressortir quelque chose qu'on a ressenti depuis quelque temps, tant du côté de Socorec que du côté du crédit coopératif. C'est ce qu'on appelle dans notre environnement les problématiques de changement de taille. Et bien sûr, les problématiques d'accompagnement financier. Parce que ça a été évoqué et on est très satisfait que dans le projet de loi économie sociale et solidaire, il y a des choses qui puissent avancer sur ces questions de coopérative financière. Mais globalement, maintenant, on a des problématiques, j'allais dire, de force de frappe, d'effet de taille. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on avance bien dans la mise en place d'un fonds coopératif dont le nom s'appellera Impact Coopératif, qui devrait avoir de la taille d'une centaine de millions d'euros, destiné à renforcer les fonds propres des structures coopératives, pas que du monde du commerce associé. Je vois qu'il y a là nos amis du monde des coopératives agricoles, mais ça sera aussi pour le monde des coopératives agricoles, pour le monde des SCOP et d'autres composantes coopératives, et pas que. La BPI a accepté d'y mettre 25 millions d'euros. Pour une fois qu'il y a de l'argent public et qu'il est prêt à s'investir dans nos secteurs. Du côté crédit coopératif, on va y mettre de l'argent. On est en train d'assurer le tour de table. C'est un fonds qui devrait être opérationnel pour le courant de l'année 2014. Et par rapport à ce que vous évoquez, alors vous êtes libre de vos choix, etc. Mais je me disais, tiens, peut-être ça serait bien qu'ils entendent qu'il y a des gens qui sont peut-être prêts à regarder des choses, sous réserve de regarder le dossier, les conditions, etc. Sauf que Nous, on est prêts. Mais sauf que Jean-François, vous aviez plus une problématique de taille et de métier. Oui. Qu'une problématique financière. En fait, on a oui, également bien sûr, mais c'est à eux de faire ce chemin-là et nous, on peut les accompagner. Non, mais on a également la problématique financière, forcément. D'accord. Donc, Éric, quel regard on porte voilà, un regard, sur ce mariage, en fait, oui. sur ce mariage, pardon, Alors, il n'aime pas le terme, sur ce rapprochement de formes d'organisation aussi différentes. On a vécu la même aventure. Ouais. Alors, on s'était marié à l'époque avec un groupe qui d'ailleurs fait partie de la FCA, le groupe Visual. Nous avions créé une centrale d'achat parce que nous nous trouvions dans la même problématique que vous. On avait besoin, on était tombé à 150, 200 points de vente, on avait besoin d'acheter mieux, on avait besoin de se regrouper avec des gens qui nous ressemblaient. C'était une coopérative, c'est toujours une coopérative d'ailleurs. On l'a fait et puis cette coopérative a fait d'autres choix stratégiques que nous. C'est-à-dire qu'elle a voulu rejoindre
un groupe intégré. Et là, ce qui a été intéressant, c'est le manque de culture du patron de ce groupe intégré, qui n'a pas compris ce que nous étions, nous, en tant que groupe coopératif, qui a cru qu'en rachetant les centrales d'achat, il allait pouvoir finalement nous racheter, tous, nous, opticiens indépendants. Finalement, ça s'est bien terminé. Aujourd'hui, Atoll, c'est 800 points de vente. Je ne veux pas parler de visuel puisqu'il fait partie de l'association. Est-ce que dans ton milieu, le commerce alimentaire, ça serait imaginable qu'un jour, un groupement coopératif passe une alliance, alors qui est née juste à l'achat, on a bien compris, c'était mise en commun de moyens d'achat, éventuellement de logistique, mais ça s'arrêtait là. Est-ce que c'est imaginable ou alors c'est de la distrification complète? Je dirais simplement qu'il y en a certains qui, des fois, ont pu l'imaginer, mais je n'ai jamais vu ça aboutir. Et c'est pour ça que je te pose la question. Et si ça n'a jamais abouti, ça a forcément une raison. Je crois qu'à la base, un de nos ressorts, une de nos forces, c'est le fait que les associés ils soient vraiment acteurs enfin, ils maîtrisent la politique et la stratégie de leur groupe. Et le risque dans ce type d'alliance, ce serait d'avoir un ressenti, de se dire on a une partie de notre destin qui nous échappe. Or, rien n'est plus fort pour nous, et en termes de prise de risque, on l'assume parce qu'on en est à la source et on la maîtrise. Donc culturellement, difficile à accepter, Très c'est ce que je difficile. retiens en quelques mots. Bernard Joannin, vous êtes le dernier à avoir pris un risque important ici. Alors vous allez nous faire partager ce risque très important d'arriver à Paris. Vous êtes un adhérent Intersport depuis une vingtaine d'années, je crois, c'est ça Bernard? Vous exploitez combien d'Intersport? Une vingtaine là aussi? 22 pour l'instant. 22. Le magasin parisien a ouvert il y a à peu près 2 mois. C'est un gros magasin, hein, c'est 1800 mètres carrés. Vous me reprenez si je dis des bêtises en termes de chiffres. C'est rue de Rivoli. C'est à la place de l'ancien concept store Adidas pour ceux qui donc visualisaient cette enseigne précédente. Qu'est-ce qui vous a fait prendre ce risque-là et dans quelle proportion est-il un risque important à l'échelle de ce qui est une PME, puisque vous êtes un adhérent Intersport qui est donc une PME parmi ce groupe-là? Puisque vous parlez de risque, je voudrais revenir sur la prestation excellente de Raphaël Enthoven. S'il était président d'un parti, je prendrais ma carte tout de suite. Non, vraiment, il nous a, par ses propos, décrit une philosophie de la vie auquel j'adhère totalement. Le risque, c'est l'essence de la vie. Cette montée d'adrénaline qui arrive quand on prend le risque nous rend la vie un peu moins commune. Et voilà, c'est cette passion, les yeux qui brillent, c'est des choses très importantes. Un deuxième point où je voudrais revenir sur ces propos, c'est la relation entre l'échec et l'objectif ou le but. Je partage tout à fait sa vision. Je suis un ex-sportif, j'étais professeur d'éducation physique pendant 15 ans, j'étais athlète de haut niveau. Et bien sûr qu'on a dans notre tête l'objectif tous d'être champion du monde. Sinon, on ne commence pas. Donc ça, c'est le but. Par contre, on ne le dit jamais. Et je reviens sur sa culture de la pratique, elle est essentielle. La chose qui est importante, c'est la pratique. C'est bien jouer, c'est bien travailler. Et l'objectif, le but n'est qu'une résultante d'un travail. Il faut tout à fait dépasser cette vision d'arriver absolument, parce que c'est là qu'on va faire les bêtises, c'est là qu'on va rater son revers, qu'on veut absolument mettre le long de la ligne et qu'on pense aux millions de dollars qu'on va gagner, on va le mettre 1 mètre dehors. Vous savez, Nadal, quand il est en finale de Roland-Garros, il pense qu'une chose, je vais être un peu vulgaire, je m'en excuse, mais il faut que je mette cette putain de balle sur la ligne. Il n'y a que ça qui l'anime. Ce n'est pas le million de dollars qui l'intéresse à ce stade-là. Mais bien sûr, c'est mettre la balle sur la ligne. C'est enfoncer Djokovic, c'est ça qui l'intéresse. Alors, on fait le parallèle avec vous. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer dans Paris, on va le dire comme ça, dont Intersport était absent jusqu'à ce que vous ouvriez ce magasin? C'est faire quelque chose que dans notre groupement, personne n'avait fait. C'est uniquement ça, c'est faire des choses qui n'ont pas été faites, qui ont été faites par d'autres personnes, d'autres groupes intégrés, etc. Mais pas dans notre réseau coopératif. C'était porter le flambeau, avoir une sorte de mission et essayer de mener une mission un peu, entre guillemets, exceptionnelle.
C'était un grand risque à l'échelle de votre PME. Vous faites, je crois, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires Ouais. et vous avez investi. Pourquoi vous dites à peu près c'était 2 millions. C'est toujours un C'est- grand oui, risque. bah, non, il y a quand même une différence, c'est que vous avez ouvert et vous avez déjà une bonne vision de ce que ça donne pour le moment. Ça. Entre le moment où vous avez décidé et aujourd'hui, il y a eu quelques semaines d'exploitation. Non, mais on est d'abord très content. Notre président est là et il vous le dira. On est très content du résultat, pas du résultat financier, du résultat du rendu du magasin. C'est ce qu'on voulait, c'est faire un flagship sur Paris qui porte fort la parole d'Intersport sur la capitale française et la capitale européenne. Paris est une des plus belles villes du monde. C'était Intersport ne pouvait pas ne pas être présent sur... Ne pas y être était un risque. Oui, c'est comme ne pas prendre de risque est un véritable risque. Qu'est-ce qui vous a fait vous décider? À votre échelle, investir 2 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 100 millions ou 110 millions, ce n'est pas neutre comme décision. Rentrer dans Paris où les conditions d'exploitation ne sont pas faciles, ce n'est pas neutre non plus. Qu'est-ce qui vous a fait y aller? Rien, j'ai voulu le faire, c'est tout. Il ne fallait pas se poser la question, le simple fait... Alors, je vais vous dire quelque chose. Je me pose rarement de questions. Je doute tout. Non, mais sincèrement, je doute toujours. Mais le doute doit vous habiter, parce que sinon, vous êtes des fous furieux. Mais voilà, il faut prendre une décision. La vie, on doit être en action. Les doutes doivent toujours être là pour vous éviter de prendre des mauvaises options, pour être toujours en éveil. Mais voilà, l'effet rouleau compresseur de vos décisions rapides écrase les imperfections de ces mêmes décisions. Est-ce qu'à un moment donné dans la vie de ce projet, la coopérative a validé le risque que vous preniez en tant que membre de cette coopérative, pas neutre comme membre parce qu'avec 20 points de vente, on pèse dans une coopérative et l'éventuelle difficulté d'un adhérent peut rejaillir sur la coopérative. Du coup, est-ce qu'elle se prémunit un peu contre le risque que vous pourriez être amené à prendre de manière un peu trop chevaleresque? Dans une coopérative, on ne peut pas réussir sans convaincre les autres. Donc la première chose, ça a été de convaincre le conseil d'administration que ce n'était pas une absurdité et que c'était important de le faire et que je n'étais pas un fou furieux. Voilà, donc après, une fois vous avez eu du mal à les convaincre que j'ai pas su présenter les objectifs, le président était fortement derrière moi, les choses... Vous savez, des moments, les personnes qui sont en province ne peuvent pas toujours comprendre l'importance d'arriver dans une grande ville et se font une montagne de tous les risques financiers qu'on prend. Donc voilà, il faut parler, il faut dialoguer, il faut convaincre. Donc là, vous dites que vous avez d'abord dû évangéliser sur l'intérêt même d'être à Paris pour l'enseigne. J'aime C'est-à-dire, bien ce terme évangéliser. On avait quitté la notion de risque, là, pour le coup. On était dans la conviction qu'il fallait y être. Tout à la fait. faire partager. Est-ce que ça vous paraît, Jean-Louis le banquier, encore une fois, je vous utilise comme ce que vous Non, êtes, non, mais, sur cette relation au risque? Non, mais c'est classique parce que souvent on croit que les banquiers, enfin en tout cas certains banquiers veulent se faire passer pour des perles à vertu. Et en tout cas, moi, ce qui me sidère, c'est que je fais toujours la distinction entre les personnes, les femmes, les hommes, qui ont des convictions et ceux qui ont des certitudes. Moi, je suis convaincu que ceux qui arrivent en face de moi en ayant des certitudes, alors le pire étant bien sûr des business plans absolument délirants, mais ils m'ont expliqué qu'ils ont vu des tas de spécialistes, des cabinets de consultants et je ne sais quoi. Moi, je préfère rencontrer des gens qui ont des convictions, parce que, voilà, ce que vous dites, ça m'a toujours fait penser à cette phrase. Pourquoi vous avez voulu monter? Parce qu'il était là. Et on peut comprendre, au-delà du rationnel des chiffres financiers, pourquoi, et ça a du sens pour une enseigne, d'être présent dans la capitale. Mais sur ce terrain-là, il y a aussi cet autre élément qui pèse pour un banquier, me semble-t-il, c'est cette capacité d'engagement financier, d'engagement accompagné, parce que pour reprendre l'évangélisation ou la conviction du président, attendez, ça pèse, parce que c'est pas qu'un homme seul, c'est plusieurs. On peut penser que vous n'êtes pas rentré à la salle du conseil d'administration avec un pétard et en disant maintenant vous êtes tous d'accord avec moi. Donc il y a eu des échanges, etc. Donc voilà, c'est cette force de la conviction
par rapport au péremptoire des certitudes. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça dont on est en partie en train d'étouffer, avec lesquels on étouffe. Il y a parfois trop de certitudes, Pas assez de conviction. et surtout venant de chez les banquiers. Hein. Est-ce que la conviction, pour terminer là-dessus, Bernard, s'est traduit dans la réalité? Est-ce que pour le moment, ça fonctionne bien? Vous avez quoi, 4, 5, 6 semaines d'exploitation? Oui, non, mais très bien, on est très content. Bien sûr que la région parisienne, non, pas la région parisienne, Paris intramuros, parce que j'ai des magasins aussi en région parisienne, où c'est plus facile, où là, on est dans nos méthodes de travail habituelles, grande distribution spécialisée, alors que dans Paris, vous avez une clientèle essentiellement CSP+, et touristes. Donc votre approche, elle doit être totalement différente. Notre magasin, je dis bien notre parce que c'est celui de la coopérative aussi, il est différent des autres. Il porte l'image du groupe, il porte les valeurs du groupe, mais il est différent parce que le lieu méritait cette différence. Donc il y a une phase d'apprentissage, à la fois pour mes équipes, à la fois dans le domaine marketing, à la fois dans le domaine commercial. Avançons dans les exemples. On va revenir juste avec Atoll sur un tout petit point d'exemple, parce que je voudrais qu'il nous reste du temps pour l'exemple de Gédimat derrière. Quand Atoll a quitté son rôle de centrale de référencement pour devenir centrale d'achat, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est notamment autour du dossier de la fabrication française. Là, vous avez pris le risque de porter du stock, de porter des engagements et, le cas échéant, de devoir les tenir vis-à-vis des fournisseurs face auxquels vous changiez de raison d'être. Mais le risque est plus large que ça. Aujourd'hui, nous sommes un distributeur. Et rester un simple distributeur est un risque considérable pour nous sur un marché où la concurrence a explosé. On est passé en 10 ans de 7 000 points de vente à 12 000 points de vente. Et donc, il est fondamental que nous transformions notre enseigne en une marque. Et pour devenir une marque, eh bien, il faut changer de paradigme, pour reprendre encore un terme très à la mode, qui était souvent prononcé tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé il y a quelques années dans la relocalisation de montures qui nous sont propres. Mais si ce n'était que cela, ça n'aurait pas d'importance. C'est la relocalisation de montures sur le territoire français qui ont un caractère innovant. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, à la tête d'Atoll, ces montures représentaient environ 4% des ventes chez nous. Et je me suis fixé l'objectif qu'on atteigne à terme 40%. Nous sommes aujourd'hui, 4 ans après, à 17% des ventes dans les magasins. Évidemment, il faut que cela fasse vraiment la différence avec les produits de nos partenaires verriers, puisque j'en vois un qui est là devant moi, donc, comme Essilor, où chez eux, la culture de l'innovation est très forte. Ils nous ont inspiré cette culture de l'innovation. Et pour nous, le risque, c'est qu'effectivement, nous ne réussissions pas ce challenge. Mais lorsque vous avez décidé de le prendre, ça s'est traduit concrètement par le fait que Atoll, la coopérative, a dû s'engager. Atoll a dû s'engager. D'abord, il a fallu qu'on persuade nos associés, parce qu'il y a des relations commerciales historiques qui sont nouées avec un certain nombre de partenaires montures. Il y a également le fait que c'est le groupe qui propose. Alors, je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres groupements, mais ces produits que nous avons proposés, n'étant pas fabricants de montures à l'origine, il y avait une petite crainte que ces produits ne seraient pas à la hauteur, ce qui fait que, parallèlement à cela, on a créé un laboratoire qualité sur notre plateforme à Beaune, de façon à pouvoir tester nos produits versus ceux de la concurrence. Et puis, ça a marché. Ça a marché parce qu'on a cru en ce projet, on l'a porté, les administrateurs l'ont porté. J'ai mis sur pied, là aussi, influencé par Guy Leclerc, les réunions d'échange et de propositions qui nous ont permis, alors que beaucoup d'informations étaient descendantes chez nous, de les faire remonter. Donc ça nous a permis de procéder aux modifications statutaires et réglementaires qui nous permettaient de mettre en place cette politique. Et j'ai bon espoir que demain, effectivement, ces produits représentent 40% de nos ventes. Alors c'est un double challenge pour nous parce qu'effectivement, il faut se différencier, apporter des produits innovants sur le marché. Mais il y a également une autre nécessité, c'est celle de dégager des moyens moteurs pour notre coopérative en intégrant effectivement un certain nombre de marges qui sont faites par des intermédiaires et que nous avons intégrées nous. Et cette marge-là nous permet
en particulier par exemple sur les produits lentilles et sur les lentilles sur lesquelles nous sommes très attaqués en ce moment, de pouvoir consacrer une partie de cette marge à la compétitivité de nos prix face à cette augmentation de la concurrence. Juste pour bien très comprendre, forte. il y avait un risque de la coopérative de ne pas être suivie par son réseau, mais il y avait aussi un risque de porter un stock qui n'allait pas trouver preneur, on est bien d'accord. Hein, Exactement. donc c'était On a fait ça quelques se boulettes. mesurait, c'était sonnant et Oui, trébuchant, oui, quand oui, même. on a fait quelques boulettes. Il y a eu quelques produits qu'on a créés qui n'ont pas fonctionné, pour être totalement honnête. Hein. Mais aujourd'hui, le bilan sur 7 ou 8 ans est plus que positif. On évalue aujourd'hui à peu près à 350 000 Français et Françaises qui portent nos produits. Conçus et donc Nos lunettes fabriqués. Atoll, conçues en France par des designers français et fabriqués, construits par des producteurs français. Alors, dernier exemple que l'on voudrait partager, donc Yves-Martin Delahaye, président du directoire de GEDEX, ou GEDIMAT pour faire très court. On a 3 focus à voir ensemble sur la prise de risque au sein du réseau. D'abord, c'était le lancement d'une nouvelle enseigne qui s'appelle Ceramic Store, c'est ça, qui a été créée par un adhérent. Alors, explique-nous comment ça s'est mis en œuvre et comment ça s'est... Peut-être en préambule, pourquoi Ceramic Store? GEDIMAT, pour situer, c'est 10% de part de marché sur le négoce de matériaux de construction. Le groupement réfléchissait déjà depuis un certain temps à se renforcer dans le domaine du carrelage parce que là, notre part de marché est plus faible. Et nous avons au sein du réseau des adhérents qui ont quand même une dominante ou une spécialité carrelage. Et nous sommes appuyés sur un adhérent. En même temps, il y avait un adhérent taille importante, 25 points de vente, très dominant, je dirais, en termes de part de marché sur son territoire. Et pour pouvoir se développer et se développer sur son territoire, il fallait qu'il trouve d'autres leviers de croissance. Et il avait déjà une spécialité, mais qui n'était pas véritablement exacerbée, c'était le carrelage. Et c'est avec lui que nous avons monté ce nouveau concept, cette nouvelle enseigne, il y a 1 an. Avec, je dirais, ça s'est fait avec l'appui évidemment du groupement, avec l'appui, je dirais, on a fait appel à un architecte intérieur pour nous aider à concevoir le concept de présentation, d'axe de circulation, également le choix des produits. Et c'est un risque, c'est un risque partagé entre le groupement, parce que le groupement porte quand même la responsabilité d'avoir développé un concept avec un adhérent, de l'adhérent lui-même, sachant qu'il est de taille significative, donc avec des fonds propres et les moyens financiers, donc il peut absorber évidemment la première année avec les investissements. La première année n'est pas bénéficiaire, donc un adhérent de petite taille, ce serait plus difficile à mettre en place. Et la mise en place de ce concept, de cette nouvelle enseigne, je dirais, a été il y a juste 1 an d'existence et a déjà servi au sein du groupement pour faire évoluer, pour s'en inspirer, sans faire du copier-coller, parce qu'évidemment, il ne faut pas mélanger les concepts, mais pour s'en inspirer, pour faire évoluer les autres salles d'exposition de nos négoces. Et donc là, nous sommes dans une phase de prospection, enfin pour développer d'autres Ceramic Stores sur le territoire. Si je résume, une logique locale, portée par un entrepreneur, appuyé par le réseau et qui aujourd'hui essaime. Voilà, c'est vraiment un travail conjoint. Mais dans le métier, dans tout le réseau. Voilà. Est-ce que ça serait possible de l'envisager dans d'autres formes d'organisation? Qu'est-ce que vous avez comme vertu principale qui permettent ça en fait? C'est quoi l'avantage du commerce associé par rapport à la gestion du risque du projet? L'avantage du commerce associé, c'est que l'adhérent n'est pas seul, il est épaulé par son groupement. Le groupement apporte les différents services. En plus, nous avons en interne un outil, enfin une filiale qui est établissement financier. Donc on peut intervenir également en complément de Socorec, du Crédit Coopératif et des autres banques dans l'accompagnement financier des projets de développement des adhérents. L'adhérent n'est pas. Le gros avantage du commerce associé, c'est que l'adhérent n'est pas seul. On parle souvent de la solitude du chef d'entreprise. Dans un groupement, il peut s'appuyer sur ses pairs, il peut prendre l'expérience, avoir les avis de ses pairs, mais il peut également s'appuyer, je dirais, sur la force de l'organisation que constitue la tête de réseau. Le deuxième exemple, c'est la reprise d'un adhérent important. C'était une 30aine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. 6 magasins, je crois, 6 dépôts, parce que dans votre métier, on appelle ça plutôt des dépôts que des magasins. Ou points de vente, des points de vente, voilà. Comment ça s'est passé et comment le risque a-t-il été mesuré, encadré, traité?
Alors, ce cas de figure, nous avons, je dirais déjà dans le groupement, nous avons à peu près 15% du réseau que l'on appelle intégré. Mais ce n'est pas intégré dans une filiale de la coopérative. C'est intégré dans une société anonyme de droit classique qui est détenue à 100% par la collectivité des adhérents, mais qui n'est pas une filiale directe de la coopérative. Et quand s'est présenté, je dirais, l'offre de rachat de cet adhérent, parce qu'il avait une offre de la concurrence, de notre principal concurrent, il a voulu, il nous a fait jouer évidemment notre droit de préférence. Et je dirais, il y avait, on n'avait pas d'adhérents localement dans la région de taille suffisante pour pouvoir absorber et reprendre cet adhérent qui avait 6 points de vente, 30 millions de chiffre d'affaires et 80 ou 90 salariés. Donc, l'autre possibilité, le choix de la facilité, aurait été de dire on va le rajouter dans notre réseau intégré, surtout que dans la région, c'était à proximité de la région, on pouvait créer un pôle supplémentaire, mais ça faisait encore grossir ce qu'on appelle, nous, le pôle intégré. Et ce n'est pas une voie que nous avons choisie. Nous avons trouvé une troisième voie qui a consisté à faire appel, je dirais, à des investisseurs, personnes physiques. On n'a pas voulu que ce soit des sociétés, soit les sociétés adhérentes, ce sont les personnes physiques qui... mais membres du groupement. Membres du groupement ou anciens adhérents qui avaient vendu leurs affaires mais qui restent attachés au groupement et qui ont investi. On a créé une société holding qui a donc avec 24 actionnaires, tous personnes physiques. On y a associé le manager, parce qu'évidemment on a fait ça parce que nous avions l'homme pour exploiter les points de vente. On y a associé le manager qui doit avoir 15 ou 18% du capital et le reste du capital de l'holding est réparti autour de 24 associés et une toute petite partie en capital par le groupement. Mais je dirais dans le montage de l'opération, on va dire il y a eu 10% d'apports faits par les personnes physiques, 20% apportés par le groupement. Donc là, le côté coopérative, la filiale de la coopérative, sous forme d'obligations convertibles. Donc là, il y a une prise de risque, c'est-à-dire de financement par la coopérative, tout en laissant l'autonomie de maîtrise du capital par la collectivité des 24 investisseurs et le 70% par financement bancaire. Et c'est vrai que le fait que ce soit des personnes physiques qui s'impliquent avec leur argent personnel, ce n'est pas avec la société qui investit, et que le groupement soit intervenu de façon significative dans le montage, je dirais que ça a largement facilité le montage financier. Pour terminer, et au bout d'un an, je dirais les résultats sont au rendez-vous et la feuille de route est respectée. Pour terminer, parce qu'on est évidemment un peu à la bourre, je voudrais te faire réagir sur ce que Jean disait tout à l'heure comme étant le partage du risque dans la coopérative. L'indépendant prend le risque, la coopérative, alors je résume un peu, Jean, pardonne-moi, elle le valide, elle le maîtrise ou elle l'encadre. Est-ce que ça te semble une bonne définition? Et je vous poserai la question aux uns et aux autres pour terminer. Est-ce que c'est une bonne définition du risque dans une coopérative? C'est un partage, oui. La coopérative, je dirais, ce n'est pas une assurance tout risque. Parce qu'il y en a qui pourraient considérer que le risque, on le fait porter en grande partie par la tête de réseau. C'est un véritable partage de responsabilité entre l'adhérent l'associé, qui a son propre capital familial, souvent des entreprises qui ont plusieurs générations, avec pour vocation de transmettre cette entreprise. Et puis le groupement qui croit en ses associés, qui investit, qui s'implique, qui peut s'impliquer selon les groupements financièrement ou pas, mais qui prend des risques également en termes de développement commerciaux, de choix de collection, de choix de produits, de stratégie commerciale. C'est un véritable, je pense, partage de risque, et le fait que il y a un travail collectif très important dans les groupements entre les têtes de réseau et les adhérents qui sont ou leurs experts parmi leurs salariés permet, je dirais, d'aller plus facilement droit au but et de gagner en performance. Jean-Louis, est-ce que la coopérative doit avoir ce qu'on pourrait appeler une espèce de droit de regard sur la prise de risque individuelle? Si ça fait partie des règles du jeu, oui. Est-ce que ça doit être dans les règles du jeu? Je pense que c'est toujours utile d'accepter le regard partagé.
Je pense que si on se plaint de la solitude du patron et qu'on a tout fait pour rester dans sa solitude, il ne faut pas ensuite être surpris. C'est faire valider son risque ou son projet par ses pairs. Ça revient à ça. Tout à fait. Je voudrais rebondir juste un point parce que je voudrais aussi que pour une fois, il y a un sujet d'innovation que je vous propose en réflexion. C'est un sujet qui apparaît dans le monde de la finance, mais qui, je pense, aura des effets assez élargis dans d'autres mondes. C'est le phénomène du crowdfunding. C'est le phénomène donc du financement par la foule ou du financement participatif. Samedi dernier, il y a eu la première fête en France du crowdfunding. Le Crédit Coopératif y était la seule banque d'ailleurs présente. Mais parce que c'est très important de voir comment ce phénomène, qui est en fait assez coopératif au fond, mais qui n'est pas qualifié comme tel, est en train de faire des effets de contagion, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire financer, il s'agit de faire partager par d'autres ces projets. Et je suis convaincu qu'il y a matière à réflexion. Donc nous, Crédit Coopératif, dès le mois de juin, là, on va lancer en partenariat avec une plateforme de crowdfunding Crédit Coopératif qui s'appelle Agirenco. Et on va s'associer avec d'autres plateformes de crowdfunding. Je pense qu'il y a matière à réflexion pour le monde du commerce associé autour de cette piste-là. Ce n'est pas tant simplement pour les montants que ça collecte, hein, Yves racontait, là c'était 10%, hein, cette démarche, mais c'est surtout la manière de faire porter, de faire partager, de faire propager, j'allais dire, des idées que l'on peut avoir. Et donc ça, moi je voudrais le livrer aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres du commerce associé. Eric, sur le sujet de savoir si la coopérative a un droit de regard sur la prise de risque, est-ce qu'elle est dans son rôle? Alors, je pense que la coopérative est dans son rôle, effectivement, d'apporter un certain nombre d'outils qui assurent la pérennité des affaires de notre groupe, notamment lorsque un associé vend, lorsqu'un associé a des difficultés financières, lorsqu'un associé... Mais ça, c'est l'aspect technique. Ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus, parce que nous ne sommes pas là pour être un petit peu comme l'État français et être là pour assurer la sécurité de nos associés. Ce sont d'abord et avant tout des chefs d'entreprise qui savent prendre des risques, un petit peu comme ça a été décrit par tout le monde ici à cette table. Pour moi, la tête de groupement et l'esprit coopératif, c'est la porte ouverte sur quelque chose qui est difficilement accessible pour une personne qui est totalement indépendante. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le moteur de l'innovation, qui est créateur de richesse et de croissance. Et ça, seuls des groupes organisés comme les nôtres, qui ne sont pas intégrés, hein, c'est-à-dire qui permettent à l'ensemble de ses membres d'apporter leurs idées, eh bien, des groupes comme les nôtres sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que les groupes intégrés, parce qu'on est très réactifs et que l'on peut faire phosphorer tous les associés de nos groupes en vue d'être toujours plus innovants, toujours plus créatifs. Je termine mon dernier tour de table. Alors Bernard, vous, on vous a entendu dire que vous aviez eu à convaincre vos pairs, donc ça revient à ça, c'est-à-dire vous leur avez fait partager ce qui était votre risque, en gros pour le faire valider, pour qu'il soit adoubé. J'ai dû convaincre pour la réalité du projet. L'aspect financier, ils avaient totalement confiance. Le projet financier était bien ficelé, il n'y avait pas de souci, c'est de dire est-ce qu'il fallait le faire. Voilà, convaincre sur la faisabilité du projet. Pour revenir sur, je pense qu'il est totalement nécessaire que le conseil d'administration des coopératives puisse valider le montage des projets financiers. Et je dirais même que dans des dossiers dits stratégiques, où soit des reprises de grands groupes, soit des points très difficiles à pénétrer, mais qui sont stratégiques pour le groupe, il peut avoir de façon ponctuelle une intervention de la coopérative. C'est ma façon de le voir. Pour accompagner le risque. Pour accompagner le risque. Bruno, vous avez eu des cas de figure déjà depuis la courte vie, parce que vous êtes quand même une coopérative récente, vous l'avez dit tout à l'heure, des adhérents qui en ont repris d'autres, qui ont ouvert un deuxième point de vente et qui, à leur échelle, se sont engagés en risque? Alors c'est exactement cela. Aujourd'hui, nous avons atteint une nouvelle étape, dans le sens où les adhérents membres du groupement ont compris qu'ils peuvent compter sur le groupement qui est derrière pour les accompagner au niveau de toutes les actions que nous menons. Ils ont confiance dans le groupement, ils savent que le groupement n'est pas là pour voler leur âme, mais bien pour les aider à pérenniser leur entreprise. Et donc aujourd'hui, depuis un an, on a
plusieurs adhérents qui sont en projet d'agrandissement, en projet de déplacement, en projet de création de nouvelles librairies, parce qu'ils savent que tout fonctionne. Et c'est ce cap de la confiance qui était important pour nous à atteindre, ce qui va nous permettre maintenant peut-être de travailler sur d'autres projets de financement et autres. On va réfléchir à tout cela. Jean-François, sur là aussi cet encadrement du risque éventuel dans la coopérative et le rôle qu'elle a dans les projets. Je dirais qu'au sein de la coopérative, ça fonctionne. La prise de risque, elle se fait principalement au niveau du conseil d'administration et les grands projets sont montés par le conseil d'administration pour le compte des associés. Donc ensuite, évidemment, chaque associé prend ses propres risques en termes de développement. Mais que ce soit le projet Douglas ou que ce soit le projet logistique chez nous, ça a toujours été à l'initiative soit d'un groupe de travail au sein du conseil d'administration, soit du conseil d'administration dans son ensemble. Jean, tu voulais dire, puisque c'était de ta remarque oui, qui est partie cette dernière séquence. C'est vrai que le conseil d'administration, c'est lui qui va valider un dernier ressort. Je voulais juste insister sur tout le travail amont, qui est extrêmement important, où sans arrêt, il faut convaincre. Quand vous mettez en place un nouveau concept, ça va s'étaler sur plusieurs années. Et donc, c'est en permanence qu'il va falloir faire valider chaque point d'étape par le réseau des magasins, la nouveauté que vous faites, qu'il va falloir, de sorte qu'au moment où ça passe conseil d'administration, ça paraisse complètement acquis. Ficelé. Merci à tous les 7. Merci Jean-Louis, merci Jean, merci Yves, merci Eric, merci Jean-François, merci Bernard et merci Bruno. Ils étaient nombreux. Alors, une autre contribution qui